accepté mon invitation. On vous connaît en tant qu'auteur très prolifique au Québec. Vous avez écrit notamment un excellent livre sur le harcèlement moral. Vous allez nous présenter aussi des conférences sur l'autorité, le suicide en entreprise, le harcèlement en entreprise, les risques psychosociaux du harcèlement. Vous avez écrit en 2010, je crois, à mon sens, le meilleur livre sur le harcèlement dans la famille, au niveau institutionnel et dans l'entreprise. Premièrement, dites-nous quand et comment vous êtes venu à vous questionner sur l'éducation sexuelle des enfants. Alors, ce qui s'est passé, pour la petite histoire, c'est qu'il y a quelques mois, fin octobre donc 2016, une collègue psy m'envoie une vidéo d'une dame qui s'appelle Marion Sigaud, qui parle donc de ses droits sexuels. Et cette dame alerte depuis plusieurs années, apparemment, donc moi je n'avais pas encore eu connaissance. Et donc en octobre, je reçois cette vidéo. Alors il faut savoir que donc Marion Sigaud, c'est une historienne très très controversée en France, en tout cas par voilà, les courants, on va dire, normatifs, et bien pensants, qui donc est cataloguée, on va dire, dans les mouvances extrême droite, etc. Mais je crois important, en tout cas, moi ma posture, c'est d'entendre ce que les gens ont à dire avant de les classifier, de les stigmatiser. Et de toute façon, je ne stigmatise personne pour des opinions qui ne me conviennent pas, tant que ces opinions, évidemment, ne sont pas des appels au meurtre, voilà, ou à la pédophilie précisément. Donc voilà, donc je crois qu'en démocratie, on doit pouvoir s'entendre dans nos différences de pensée. Bon bref, ça c'est petit aparté, mais ça me vaut énormément d'attaques, puisque évidemment moi-même maintenant je suis classée extrême droite, catho-intégriste, etc. Tout simplement pour avoir eu l'honnêteté et la rigueur de raconter la, on va dire la maternité, pas la maternité de cette découverte qui donc pour moi est passée par cette vidéo de Marion Sigaud. Et donc, l'ami me dit, psychologue me dit, écoute, tu pourrais pas te renseigner un peu, etc. Et puis, je lui dis, bon, je vais regarder, parce que quand même, c'est un peu affolant, c'est un peu effrayant ce qu'elle dit. Et au final, je tombe d'abord sur Hoaxbuster, je pense que vous connaissez aussi au Québec, qui est voilà, dénonce les canulars, et je vois que c'est classé canular. Et donc, à partir de Dogsbuster, je vais quand même regarder les textes, ce qu'ils n'ont pas manifestement fait, avant de dire que c'était un canular, pour m'apercevoir qu'il y avait une montagne de textes extrêmement préoccupants, dont les gens ne sont pas informés et qui s'infiltrent dans les pays au travers d'une infiltration idéologique sur des différents supports, à travers les organes euh, des décideurs, des gouvernements. Et les gens ne sont pas au courant et ces textes sont extrêmement préoccupants pour la question de la protection de l'enfance et la question euh, de la lutte contre la pédocriminalité, tout simplement, qui ne sont jamais évoqués dans ces textes de droit sexuel, ni le concept de mineur sexuel, ni la question de la lutte contre la pédocriminalité. Alors, en fait, je prends un exemple, cette déclaration internationale des droits sexuels qui s'amalgame de façon, encore une fois, frauduleuse aux droits de l'homme, passe par donc le planning familial international et ensuite par les plannings familiaux dans les pays. Et donc j'ai une collègue psychologue qui fait de la politique et qui a reçu par exemple donc ces demandes, ces exigences du planning familial qui est payé par les impôts des Français concernant l'éducation à la sexualité, alors que ça n'a jamais été quelque chose qui a été débattu par des experts dans notre pays ou dont les Français ont été informés en tant que citoyens, en tant que parents. Donc ces lobbies sont extrêmement problématiques. Et voilà, moi j'ai analysé dans le détail ces textes pour faire mon livre. Et puis après, bon, j'ai fait une petite vidéo de présentation. Je pensais qu'il y aurait mon lectorat habituel, c'est-à-dire des gens voilà, qui s'intéressent au processus totalitaire, peut-être 300 personnes qui regarderaient la vidéo. J'ai fait une petite présentation de mon livre.
Et, euh, et ensuite, donc cette vidéo a été extrêmement virale sur Facebook. Elle a été vue 150 000 fois, je crois, environ en une semaine. Et elle est partie au même moment, sans que je le sache, que le grand plan santé sexuelle 2017-2030 en France, qui inclut cette question de l'éducation sexuelle des enfants. Voilà. Et ensuite, j'ai fait une seconde vidéo donc pour expliquer un des autres textes un peu fondateurs, comme ça, au niveau international, les standards d'éducation sexuelle en Europe, qui font de l'Europe une sorte de laboratoire. Dans votre plus récent livre, vous mentionnez les dangers des droits sexuels en affirmant que ces derniers portent le risque de retour au chaos et à la barbarie. Vous insistez aussi beaucoup sur les glissements de langage, qui selon vous serait la caractéristique, la marque de la paranoïa. Expliquez-nous un peu qu'est-ce que vous voulez dire. Alors il y a aussi derrière tout ça la question d'un projet de société, autour de quoi s'organise la société, la civilisation. Est-ce elle s'organise autour d'interdits civilisateurs, comme l'interdit du meurtre, de l'inceste? Est-ce qu'elle prône des hautes valeurs morales et des valeurs spirituelles? Ou au contraire, est-ce qu'elle est promotrice d'une idéologie du plaisir sans entrave et de la jouissance sans entrave, qui est évidemment le projet pervers? On le voit très clairement dans la Déclaration des droits sexuels. Hein, je vous cite: le plaisir étant un aspect intrinsèque de la sexualité, le droit de rechercher, d'exprimer, de déterminer quand en faire l'expérience ne doit être nié à personne. Donc on est ici en fait dans une confusion du besoin et du droit. D'ailleurs, il est question dans ces textes de satisfaire les droits sexuels, ça veut dire satisfaire les besoins sexuels, il y a encore un glissement de langage. Alors, depuis la nuit des temps, on sait bien que l'être humain, s'il est dans ce projet de jouissance sans entrave, c'est-à-dire d'asservissement à ses pulsions et à ses passions, sera bien incapable de développer une conscience politique, de développer des œuvres de civilisation et de chercher, en tout cas, d'être en recherche de, de, de sa liberté. Qu'est-ce que le droit? Théoriquement, voilà, la sexualité c'est entre adultes responsables et donc grands garçons et grandes filles, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans leur sphère intime de plaisir. Donc qu'est-ce que c'est que ce droit au plaisir? Et comment est-ce qu'on peut d'ailleurs euh, euh, imposer le plaisir? Je veux dire, c'est quelque chose qui vient euh, euh, d'ailleurs pas seulement dans une conception mécanique telle qu'elle est enseignée en disant que la jouissance est politique, hein, parce que j'ai lu des textes comme ça très féministes, la jouissance est une affaire politique et que l'émancipation de la femme passera par son plaisir sexuel. Si l'émancipation de la femme passe par la jouissance vaginale et clitoridienne, ça veut dire que la femme est réduite à cet endroit-là. Et je crois qu'il faut bien entendre les paradoxes là-dedans, c'est-à-dire que ce qui est considéré comme émancipation est en réalité une dissociation de l'individu dans son être, entre ses organes génitaux, sa sexualité mécanique, on va dire, ses émotions, ses sentiments, sa vie affective et sa pensée, et voire même sa spiritualité. Et je crois qu'il faut aussi poser enfin la question de qu'est-ce que c'est que la sexualité. Pour moi, ces textes sont une atteinte à l'innocence de l'enfant, donc c'est très très grave du point de vue humanité, et sont une atteinte à la sexualité. Parce que quand je lis ces textes, et tous les textes et leurs dérivés, sur ce que c'est que la sexualité, je me dis qu'on enseigne tout. euh, euh, donc on enseignerait tout ce qui est mécanique et de l'ordre des 10 000 postures et positions, etc., de bouchage de trous, c'est-à-dire une sexualité quand même assez réduite à ça, et un plaisir réduit à une conception assez mécaniste. Instrumentalisée. Hein, d'ailleurs, on enseigne bien les relations de type transactionnel dans les standards, c'est-à-dire à partir de 15 ans, si mes souvenirs sont bons, on va enseigner les relations de type transactionnel, c'est-à-dire la sexualité en échange d'argent. En espagnol, c'est relaciones comerciales, hein, relations commerciales. Donc, je crois que pour qui a été amoureux, la sexualité qui est présentée là est tout sauf facteur d'émancipation, mais facteur d'asservissement. Parce que quand on sait, et ce qu'on peut souhaiter à chaque adolescent qui fait son initiation sexuelle dans sa première relation sexuelle, qui est de l'ordre initiatique, bien sûr, c'est d'être amoureux. Non pas parce que mais parce que ça présente en fait une dimension
du mystère et quelque chose des émois qui vont être beaucoup plus fondamental, beaucoup plus créateur de plaisir dans une globalité de l'être que d'une sexualité proprement mécanique autour de comment est-ce qu'on fait, on fait exciter un clitoris. Et c'est bien dans cette rencontre d'amour, d'ailleurs c'est dans le terme sexualité, sécaré veut dire couper les deux sexes, je reviens à l'origine de l'étymologie, et de ce qu'on dit d'ailleurs Platon, les deux sexes ont été coupés à l'origine, et ils vont se rejoindre dans la sexualité, au-delà justement de cette altérité fondamentale, au travers de la question de l'amour qui va leur permettre justement d'aller au septième ciel et non pas de prendre son pied. Je crois qu'il faut entendre les expressions. Prendre son pied, tirer un coup, ce sont des expressions guerrières, qui à mon avis ne valorisent pas du tout le féminin. Tandis qu'honorer la femme et aller au septième ciel ensemble, on est vraiment dans d'autres dimensions. Et c'est très étrange que ces textes ne parlent jamais, pratiquement jamais, de sentiments, de vie affective, de caractère précieux, de la pudeur, de caractère précieux de ce mystère, précisément, qui donne accès, pour ceux qui le connaissent et pour ceux qui savent, justement, qui ont eu cette initiation dans l'amour, à ce que les philosophes appellent le sentiment du sublime, et qui est précisément un aperçu de la dimension de l'infini. Et je crois que là, on a une vraie question, c'est pour ça une vraie question spirituelle presque, même pas presque, fondamentalement spirituelle, qui est est-ce que l'humain est tout puissant, autocréateur et s'auto-engendre, détermine son sexe, fait fi de toutes les lois de la nature pour devenir un être complètement coupé de la nature et qui s'autodétermine à tous les étages, donc en fait se prend pour Dieu, ou est-ce que l'humain revient à un étage un peu plus humble, en sachant très bien, encore autre question philosophique, qu'il est un produit de la nature et de la culture, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être un être de culture s'il renie sa nature. Et il ne peut pas être un être complètement de nature non plus. Donc le tout nature, nous ne sommes pas des êtres de culture, n'est pas juste, mais le tout culture qui nie la nature et dit que maintenant on peut nier son sexe biologique, nier ses racines et nier justement ses déterminants naturels, me paraît extrêmement dangereux. Dangereux. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on nie la nature, on est dans des processus de destruction. De toute façon, notre civilisation en est un point en termes de destruction de la nature qu'effectivement, je pense qu'on peut difficilement faire pire. Mais là, c'est encore un projet supplémentaire qui n'a pas été pensé. Le droit, normalement, suppose de renoncer à la jouissance expansive de ses désirs particuliers pour accéder à l'universel. Or ici, c'est exactement le contraire qui nous est proposé, et c'est d'ailleurs pour laquelle j'ai bien analysé le faux raisonnement, le sophisme, à la base des droits sexuels, et c'est la raison pour laquelle ils viennent contredire les droits de l'homme. Justement, pouvez-vous nous parler de l'éducation et de son rôle? Oui, je pose quand même quelques questions philosophiques, à mon avis fondamentales, encore une fois, par rapport à ce projet euh, qui est tout sauf humaniste, et qui émane de ces droits sexuels. Alors d'abord, première question, qu'est-ce que c'est qu'éduquer? À quoi ça sert? Et pourquoi on éduque, puisqu'on nous parle d'éducation à la sexualité. Je pense important de revenir à des fondamentaux. Il y a des esprits brillants dans l'humanité qui ont pensé cette question de l'éducation. On a les philosophes Kant avec ses réflexions sur l'éducation. On a Hegel avec ses textes pédagogiques. Ce sont des très très grands philosophes. On a bien sûr Platon qui a avant toute chose posé la question avec Socrate du savoir inné ou acquis et des modalités pédagogiques de développement de l'esprit critique. Tout ça me paraît fondamental avant de poser ce paradoxe de l'éducation à la sexualité. Alors pourquoi educare signifie en latin conduire hors de l'état de pulsion et de l'état infantile. Infantile qui signifie ne pas être en capacité de parler et de parler en conscience, du verbe fari en latin. Donc éduquer, ça signifie conduire l'enfant hors de l'état d'enfant vers l'autonomie, c'est-à-dire sa capacité à se fixer lui-même ses propres lois et donc à devenir citoyen en tant qu'adulte.
Vous voyez que ça, accolé avec des termes sexualité, c'est quand même très particulier, puisque, évidemment, éduquer d'abord, ça signifie le refoulement de nos pulsions primaires, pour pouvoir, de meurtre, etc., de destruction, pour pouvoir ensuite construire quelque chose. Et ça passe par deux processus psychiques fondamentaux, la création d'interdits qui vont du coup nous obliger en fait à différer nos pulsions et nos désirs premiers pour les transformer. Donc d'un point de vue pulsionnel, ça s'appelle la sublimation, et d'ailleurs c'est Freud qui l'a théorisé, hein. Donc la question aussi de l'instrumentalisation des textes de Freud pour des idéologies pédophiles, il faudrait en reparler. Donc la question de la sublimation, hein, donc transformation des pulsions pour être en capacité d'utiliser cette énergie, de la canaliser pour faire des œuvres de civilisation. Et le deuxième processus, c'est le processus de symbolisation, c'est-à-dire la capacité à créer de la pensée, justement, en lieu et place de la pulsion primaire. Donc tout ça, c'est la fonction de l'éducation, hein, qui construit effectivement l'esprit critique et est d'abord fondée sur la question de la discipline et la question des interdits, hein. Alors, je voudrais vous lire un passage, par exemple, de Kant, Réflexion sur l'éducation, euh, qui dit bien que ce qui est important, c'est que l'élève construise lui-même ses idées. Alors pour Kant, au départ, il faut que d'abord l'enfant apprenne la discipline, il ne peut rien apprendre d'autre sinon, s'il n'a pas appris la discipline, ce qui est un peu logique. Donc ce qu'il faut, c'est que l'élève construise lui-même ses idées au lieu de les recevoir toutes faites du dehors. Alors quand on est en train de déconstruire, au moment où l'enfant construit ses repères identificatoires, toutes les bases culturelles, toutes les bases sociétales, politiques, etc., alors que l'enfant n'a absolument pas eu la possibilité de construire un esprit critique, c'est extrêmement problématique. Et c'est ce qui est proposé, hein, dans la question de l'apprentissage des droits sexuels très tôt, qui déconstruisent les déterminants sociaux et culturels, donc introduisent en fait un troisième terme qui est un savoir, entre guillemets, qui n'est pas un savoir et qui est une idéologie. Donc il faut quand même lire derrière, et l'idéologie d'un homme qui est en capacité, d'un humain qui est en capacité de choisir son sexe, on en reparlera, d'un humain qui est en capacité de distinguer la sexualité de la reproduction, question philosophique également, hein, je crois qu'il faut aussi en parler avant de poser ça comme un acquis absolu, et qui est donc en capacité de se libérer de ces déterminants culturels et de ses racines, hein, puisque bien sûr, n'oublions pas que cette éducation sexuelle est obligatoire et donc contredit la déclaration des droits de l'homme quant aux prérogatives premières des parents en matière d'éducation. Ce qui est très problématique puisque, comme le dit un autre grand philosophe, Hegel, la question de l'éducation, c'est d'abord la question de l'éducation dans la famille, qui sera une éducation par le sentiment, qui est fondamentale pour que l'enfant acquiert un sentiment de sécurité intérieure. Et qu'est-ce qu'on va faire en introduisant cette sexualité adulte très précocement, alors que l'enfant n'en manifeste ni le besoin, n'en a pas la maturité et n'a pas de demande? Eh bien, on va en fait effracter, c'est-à-dire empêcher la création de l'imaginaire chez l'enfant, alors qui est fondamental pour la constitution de son intime et de sa sécurité intérieure. Alors, je dis ça pourquoi? Quel est le problème que l'enfant fabule sur la façon dont on fait les bébés? Nous, en psycho, on parle du roman familial, par exemple. C'est l'enfant qui va se poser la question sur ses parents, sont-ils ses vrais parents? Est-il peut-être le fils d'un prince et d'une princesse dans une autre contrée, etc. Et c'est quoi le problème, en fait? Il faut que l'enfant raconte des histoires. Et puis quand il sera en âge, lui, de venir à cette réalité, hein, de la sexualité adulte, à ce moment-là, il posera les questions et petit à petit, sur comment on fait les bébés, il posera les questions quand il sera en mesure d'en entendre quelque chose. Et d'ailleurs, la réponse, peut-être, il la transformera aussi, ce n'est pas grave. C'est vraiment un état très très important pour l'enfant. Alors voilà, déjà éduquer, qu'est-ce que c'est? Un enfant, qu'est-ce que c'est? Alors je dis ça parce que dans les textes des droits sexuels, l'enfant finalement, selon ses capacités évolutives, terme, expression extrêmement floue, de toute façon ça accole l'enfant avec la question de l'autonomie, de la responsabilité. L'enfant serait responsable et aurait quelque chose à dire de ses droits sexuels.
et de la citoyenneté, puisqu'on parle bien de citoyenneté sexuelle. Donc on est en train de catapulter à peu près tout le sens des termes. Et personnellement, on regarde toutes les recherches que j'ai faites sur le totalitarisme, ça me met cette novlangue, ces accollations de termes contradictoires entre eux, me met des warnings extrêmement puissants sur la propagande et le projet qu'il y a derrière, sachant que tous les totalitarismes ont œuvré à arracher les enfants à déterminants sociaux et culturels et précisément avant toute chose à leur famille. Dans votre vidéo qui présente votre livre L'imposture des droits sexuels, vous parlez aussi des dérives possibles autour de la notion d'égalité. Pouvez-vous développer un peu votre propos? Alors une des dérives de ces droits sexuels, c'est la question de l'égalité, puisque c'est, nous dit-on, pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, et les hétérosexuels et les homosexuels, et en fait l'égalité dans toute la population. Alors première chose, enfin moi ça me met des gros warnings en général ce terme d'égalité, parce que on a une égalité de droit, et encore, parce qu'en fonction de la catégorie de population à laquelle on appartient, on a plus ou moins de droits, justement. Le droit de l'enfant n'est pas le même que le droit de l'adulte, et on ne peut pas le confondre. Donc je crois qu'il y a dans ce concept d'égalité quelque chose souvent de très totalitaire, surtout quand ça émane de ceux qui ont la passion du pouvoir, et je crois que les gens devraient vraiment se méfier de ceux qui ont la passion du pouvoir. Platon disait qu'il faudrait que soient au pouvoir des philosophes, mais que les philosophes n'ont pas du tout envie d'être au pouvoir parce qu'ils sont sages. Donc ils n'ont pas la passion du pouvoir. Mais ceux qui ont la passion du pouvoir, il faut vraiment se méfier. Donc quand des textes émanent d'en haut comme ça, de façon si antidémocratique, effectivement, sans consulter les peuples et au mépris et en disant même qu'ils prétendent s'imposer aux États, c'est assez problématique. Bon, donc la question d'égalité, il y a une confusion entre l'égalité de droit donc, et l'égalité de fait, qui est présente dans ces textes, puisqu'encore une fois, on ne discrimine plus par l'âge, on ne discrimine plus par le sexe, on ne discrimine plus voilà, par plein d'autres facteurs. Donc on est sur une égalité qui est en réalité confusionnante et qui rejoint la définition du harcèlement qui est bien de harceler, c'est-à-dire d'égaliser un champ. Il rejoint aussi la Gleichschaltung des années 30, l'égalisation du peuple. Donc couper un peu toutes les têtes qui dépassent et effectivement harmoniser tout ça, entre guillemets, dans un projet plus totalitaire. Voilà, donc je suis préoccupée par la question de l'idéologie. L'idéologie, c'est la croyance qui se transforme en certitude et qu'on impose au genre, qui est une théorie anthropologique. Alors une théorie, je vais prendre la définition du dictionnaire. On enseigne un truc qui n'est pas une théorie. Alors c'est quoi? Parce qu'on enseigne bien les identités de genre. À 4 ans, en tout cas selon les standards, c'est prévu. Donc identidad de género en espagnol et en français identité sexuelle bien sûr parce que la question du genre a tellement fait polémique qu'on nous l'introduit un peu différemment. Mais donc à partir du moment où on enseigne les stéréotypes de genre et les identités de genre, on est bien en train d'enseigner un système d'hypothèses ou une connaissance spéculative. Ça c'est la définition du Larousse. Donc si c'est pas une théorie, à ce moment-là c'est une pratique qu'on enseigne. C'est quoi donc ce sont des absurdités, des espèces de capsules comme ça dans lesquelles on nous enferme en disant il n'y a pas de théorie du genre. Mais bien sûr que si, il y a une théorie. Après la question c'est a-t-elle été validée? Quelle est sa validité? Et surtout, au-delà de ça, pourquoi aller embêter des enfants si jeunes avec cette question-là, alors qu'il est si simple de leur apprendre par imitation ce que c'est que le respect, de travailler à avoir une société moins violente, et de les laisser surtout tranquilles et se développer à leur rythme, en nous prenant comme modèle. Je crois qu'à un moment donné, il faut remettre les choses à leur place. On a des adultes qui vont mal, une société qui va très mal, qui est extrêmement violente, et on vient en plus intruser toute la vie infantile pour leur dire qu'il ne faut pas qu'ils fassent ce que nous on fait. Je sais pas, ça me fait vraiment penser à la posture paranoïaque qui va dire à l'enfant c'est pour ton bien que j'ai fait ça, et
et je viens te dire ce que tu dois faire et c'est pour ton bien, mais d'abord travaillons. Commençons par nous. Hmm. Commençons par nous, quels sont les modèles, voilà. Alors on veut pas qu'ils aillent dans la pornographie, bah, arrêtons d'en montrer partout. Travaillons à ça. Et, on veut pas, et en même temps, on nous dit que cet enseignement, c'est pour lutter contre la pornographie. Alors que vient faire l'enseignement de la pornographie dans les standards à partir de 15 ans? Question. Il faut bien comprendre aussi qu'à partir du moment où l'on nomme, on fait exister. À partir du moment où l'on nomme, pour l'enfant, on fait exister. Et c'est cela qui est traumatique. Il n'y a pas, en plus, au-delà des discours aussi très manipulateurs qui nous disent que on va dire à 30 enfants en public, on va leur parler de la masturbation pour leur dire que c'est intime. Alors pourquoi on en parle à 30 personnes en public? Est-ce qu'on fait ça, nous, dans les dîners de famille? Est-ce qu'on fait ça dans une conférence publique? Enfin, c'est du délire, là. On est en plein délire. Voilà, donc cette question de l'égalité, pour moi, est extrêmement problématique. Et je ne suis pas sûre qu'une société euh, doive s'enraciner sur ce concept d'égalité dont on voit tout de suite les dérives euh, émerger, dérives qui sont en réalité le rejet de la différence. Et alors pour ces personnes qui disent lutter contre les persécutions, je trouve vraiment étonnant les réactions que nous subissons, que moi je subis en tout cas suite à mes questionnements, que nous subissons nous, le collectif de professionnels que nous avons de santé mentale, depuis que nous avons évoqué la question des dangers pour le psychisme de l'enfant. Nous subissons une police de la pensée, extrêmement violente et agressive dans les mails qu'on reçoit, dans les insultes qu'on reçoit, qui m'interpelle vraiment sur la tolérance justement présente et la question évidemment des procédés totalitaires. Cela ne me fait que confirmer en réalité l'existence de ces processus totalitaires. Et je trouve ça extrêmement inquiétant et je recommande vraiment à chaque citoyen de se documenter très sérieusement sur ce qui est en train de se passer. On essaye de faire un travail de vulgarisation qui est absolument bénévole, que nous faisons sur nos nuits, sur nos week-ends, je dirais par préoccupation humaniste et professionnelle pour la santé mentale de l'enfant, mais effectivement, et sans financement, ça aussi, puisqu'on nous demande quels sont nos conflits d'intérêts et nos lobbies. Non, non, bah, on n'a pas de conflit d'intérêts, c'est bien pour ça qu'on est en capacité de dénoncer ceux des autres. Voilà. Quels sont les liens entre le harcèlement, le totalitarisme et les droits sexuels? Alors, cette histoire de droit sexuel, pour moi, c'est le projet pervers qui aide à l'avènement du projet totalitaire. J'ai toujours, dans mes travaux, montré comment la perversion était l'adjuvante de la paranoïa dans le totalitarisme. Paranoïa qui utilise le harcèlement, mais qui utilise aussi la perversion pour parvenir à ses fins. Alors ici, il est question d'effracter l'intime dès le plus jeune âge des enfants, de confusion totale entre l'enfant et l'adulte, c'est-à-dire de déni de la vulnérabilité de l'enfant, puisqu'il est considéré responsable, autonome, etc., citoyen. De confusion totale entre le public et le privé, de déni des prérogatives parentales, de déni de la culture, et de ce qu'on appelle au niveau du projet paranoïaque l'auto-engendrement. Hein, c'est-à-dire cet humain qui se prend pour Dieu, qui croit qu'il est en capacité d'être tout puissant, auto-engendré, sans passer. Voilà. Et je crois que là, on a quelque chose d'assez grave, alors qui rejoint aussi toutes les études que je fais sur les dérives du langage. Donc la question des droits sexuels et des besoins sexuels, question de la carrière sexuelle qui est mentionnée dans les standards pour l'éducation sexuelle en Europe, assimilant le sexe et la sexualité donc à un travail. On a donc ces différents
Item, et cette novlangue aussi hein, qui est introduite de plus en plus. Alors les orientations sexuelles, on a pansexuel, cissexuel, hétérocentré. Alors la question de la novlangue, elle est quand même très 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 problématique parce qu'elle renvoie systématiquement, et ça fait très longtemps, hein, il a été dit, la question du délire paranoïaque hein, qui rente le réel au travers d'items et de vocabulaire. D'un vocabulaire qui lui est propre. Ceci a été bien étudié par Victor Kemplerer, par exemple, au niveau du nazisme, on change l'appréhension d'elle, on fait rentrer les gens dans un délire au travers de la langue. Et cette novlangue, en fait, c'est aussi quelque chose de très problématique. Hein. Goebbels disait on va travailler la langue de telle façon à ce qu'elle ne puisse plus exprimer que nos idées. Et là, j'ai un peu l'impression qu'on atterrit à cet endroit. Voilà. Donc, je trouve ça extrêmement problématique. Et donc, voilà les liens et voilà pourquoi le sous-titre est la loi du pédophile au service du totalitarisme mondial. Et je crois que, on va dire que j'exagère, mais je crois que malheureusement, dans quelques années, on dira que j'ai raison. Parlez-nous un peu du collectif de professionnels dont vous faites partie en France. Ce collectif est constitué donc de professionnels de l'enfance, de la santé mentale de l'enfance, de la santé mentale liée au traumatisme sexuel infantile, etc. Et donc nous proposons en fait, nous proposons déjà le travail que nous avons fait hein, d'investigation et de recherche sérieux sur les références, les sources et les origines de ces droits sexuels et de cette éducation sexuelle. Et nous proposons en tout cas au regard de la France, nous interpellons sur la protection des mineurs. Nous faisons 5 propositions. Nous avons un site internet sur lequel donc chacun peut se rendre. Et n'hésitez pas à signer la pétition pour nous soutenir parce que nous avons besoin de votre soutien pour interpeller sur la vie psychique des enfants. Il est quand même très étonnant que toute cette histoire de droit sexuel et d'éducation sexuelle euh, ne prenne pas la vie psychique des enfants en compte et soit seulement le fruit de projections adultes, de sexologie adulte, sur une éventuelle curiosité sexuelle des enfants. Voilà. Et puis ensuite, on peut quand même aussi se poser la question, parce qu'on nous sort des arguments comme ça empêche les grossesses précoces, voilà, c'est bien parce qu'il y a des enfants, ils ont déjà une sexualité à l'âge de 10 ans, etc. Alors, au-delà de la validité de ces arguments sur lesquels justement nous sommes en train de travailler, et c'est pas si certain que ces arguments soient si valides que cela, il y a aussi la question de l'exception qui se prend pour la règle. Et il n'y a pas de mal à être une exception, il n'y a pas de mal à être une règle. Hein. Mais à un moment donné, alors pour des exceptions, on va traumatiser, on va prendre le risque de traumatiser le plus grand nombre d'enfants qui soit. Et c'est un peu la même chose sur ces questions de concept d'hétérocentré, enfin cette novlangue. À un moment donné, la majorité de la population, je suis désolée, est hétérosexuelle. Ça ne veut pas dire qu'il faille persécuter les homosexuels, absolument pas. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit travailler à changer de paradigme pour faire de l'homosexualité la norme. C'est quand même assez préoccupant. Préoccupant parce que qui a décidé de changer la norme? La norme, c'est ce qui fait la règle générale. Qui a décidé que on modifiait l'exception? Et est-ce mauvais d'être une exception? Moi, je ne sais pas, mais de ma connaissance, l'homosexualité a toujours aussi été quelque chose de revendiqué comme une marginalité un peu intellectuelle, féconde. Je pense à Oscar Wilde, je pense à la poétesse Sappho. Voilà, c'est des choses un peu même en lien avec un milieu artistique, etc. Et donc maintenant, en fait, on modifie la norme en intervenant dès la plus tendre enfance sur les enfants. Hein. Et je crois que voilà, la question c'est laisser aux adultes le choix de faire ce qu'ils veulent dans la limite du respect à autrui, ce qui n'est pas mentionné dans cette histoire vraiment de droit sexuel, hein, je vous ai lu hein, sur la question du plaisir, comme paradigme premier, plaisir sexuel. Euh, et par contre, protéger absolument les mineurs de toute cette intrusion de la sexualité des adultes qui
Enfin, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'on doit maintenant expliquer aux gens qu'il ne faut pas arroser une plante avec du pétrole, parce que les effets vont être désastreux. Je crois qu'on en est là, c'est-à-dire une perte totale et radicale de bon sens sous la propagande. Et je sais pas, moi je reviens souvent à l'agriculture, dans l'agriculture, pour la création, effectivement, il y a des principes mâles, il y a des principes femelles. Un arbre sans racines n'a pas de, bah, ne vit pas en fait. Euh, et je crois que voilà, et on ne va pas demander à un petit arbre de produire autant quand il est tout naissant qu'un arbre adulte. Et on ne va pas l'embêter avec la question de la, la production de ces fruits ou la reproduction. Ou voilà, ça me paraît un peu délirant tout ça. Voilà. J'imagine vos détracteurs affirmer que vous êtes probablement un groupe de catholiques d'extrême droite et vous vous opposez aux nouvelles réformes par principe ou idéologie. Dites-nous en quoi votre position diffère de celle des catholiques qui, on peut le comprendre, s'opposent au fait d'enseigner la sexualité dans les écoles. Ben en fait, je ne sais pas exactement quelles sont les revendications des catholiques de droite intégristes, mais je suis quand même surprise euh, de la suspicion créée sur les religions. Alors je ne parle pas des fanatiques bien sûr, hein, mais en tout cas des cathos, des musulmans, etc. Religion qui me semble revendique des valeurs morales. Alors évidemment, le droit à la vie, etc. La, la problématique, c'est que des fois, ces valeurs morales rentrent en contradiction, on va dire, avec d'autres valeurs morales. Donc là, il y a toujours la question de la morale comme idée et de la réalisation dans une éthique dans le réel. Et donc c'est là où on a des conflits éthiques qu'il faut réussir à résoudre. On le voit très bien sur les questions de l'euthanasie, questions de l'avortement, etc. Mais je ne comprends pas ces presque ces procès d'intention qui sont d'emblée faits maintenant aux religions qui enfin, je veux dire, tout le monde a le droit d'exister dans la société, avec des racines, avec des cultures différentes, avec des religions différentes ou pas de religion, enfin une histoire familiale. Et je trouve qu'il y a aussi derrière ces questions de droit sexuel, dans la façon dont elles présentent euh, les religions comme relatives, la culture comme relative, l'ordre public comme relatif, l'ordre moral comme relatif, quelque chose qui est très dangereux et qui en fait nie totalement les différences au prétexte de combattre les persécutions. Donc voilà, nous, notre combat, il est professionnel. Moi, mon combat particulier, au regard de tous les travaux que j'ai faits antérieurement, un combat contre, c'est même pas un combat, c'est une mise en lumière des procédés totalitaires euh, et paranoïaques. Maintenant, au niveau du comité de professionnels que nous avons créé de santé mentale de, de l'enfance et du trauma en France, un comité de professionnels qui parle tout simplement de la question des dangers pour l'enfant, d'introduire la question de la sexualité adulte dans des programmes éducatifs et qu'on ne nous raconte pas qu'on prend en compte le sexuel infantile. Je prends un exemple dans les standards pour l'éducation sexuelle en Europe que j'ai lu en 3 langues en espagnol, il est bien fait mention à 6 ans des relaciones sexuales con penetración, avec pénétration. Alors en français, c'est juste marqué relation sexuelle. On est bien en train de parler de la sexualité adulte à des enfants. Donc ces textes sont très dangereux et leur intrusion dans les idéologiques dans les pays est très dangereuse aussi. Donc nous, notre posture est professionnelle, mais bon, j'imagine que les religions ont une posture morale. Je rappelle que s'il n'y a pas la morale, c'est immoral. Donc quel type de société on veut? Ça ne veut pas dire qu'il faut respecter une loi morale sans prendre en compte justement, encore une fois, ces applications éthiques dans le concret de notre réalité de matière, hein, qui fait que des fois il y a des conflits moraux, effectivement, qu'il faut réussir à résoudre. Mais je ne vois pas en quoi
c'est mal et pourquoi on devrait bannir toutes les revendications des courants religieux traditionnels. Voilà, donc ceci est ma réponse et je pense qu'il faut vraiment réfléchir à la question de cet homme nouveau qu'on veut nous présenter en faisant fi de l'histoire, en faisant fi des courants religieux différents, en faisant fi des histoires familiales, des histoires politiques, des affinités politiques, et justement de nos diversités culturelles et de nos différences profondes. Alors un mot pour conclure. Hum, je vais parler de quelque chose dont je pense qu'on ne parlera pas forcément beaucoup ensuite, donc je vais en profiter. C'est que justement, je parlais de cette atteinte à l'innocence de l'enfance et à la sexualité. Et je crois que la sexualité, c'est un lieu très intime, bien sûr, où, lorsqu'elle est exercée dans l'amour, elle introduit la notion du don absolu et du partage, c'est-à-dire qu'on va penser, bien sûr, quand on est amoureux, au plaisir de son partenaire ou de sa partenaire bien avant le sien, et on va se donner effectivement dans son être tout entier. Et cette question, qui n'est jamais abordée comme ça, hein, parce que ça fait réactionnaire maintenant, parce que ce qui est cool et progressiste, c'est le viol cool, hein, comme je sais plus, c'était dans un film qui avait ça, un film pour ados. C'est donc la transgression, ça c'est cool et progressiste. Euh, cette question du ton, elle est aussi euh, euh, fondatrice de la société. Je pense vraiment aux travaux d'anthropologie, évidemment on pense à Lévi-Strauss, mais à Marcel Mauss. Et je crois que là on est en train de nous saborder complètement cette dimension dans cet enseignement. Précisément, là je parle aux adolescents, hein, je parle évidemment pas des interdits fondamentaux de faire cet enseignement aux enfants, mais et aussi, si on, je parle vraiment de cette dimension, ce côté du... dont on va pas parler ensuite beaucoup, je pense, de qu'est-ce que c'est que cette sexualité qui nous est proposée. Et aussi de parler de la nécessité pour l'adolescent de buter face à des interdits, face à des mystères, et de les transgresser à un moment donné, cette initiation qui va lui permettre d'entrer dans l'âge adulte et dans la civilisation, c'est à un moment donné des adultes dans cette citoyenneté. Il va devoir découvrir par lui-même, traverser une ombre, traverser quelque chose de silencieux, de mystérieux. Et c'est initiatique. Or là, en fait, toute cette proposition pour des adolescents vise à leur faire perdre complètement l'accès à cette initiation, puisqu'en fait, il n'y a plus de mystère. Tout est déballé comme ça sur un plateau et on ne parle pas de l'essentiel. Voilà. Donc, je ne crois vraiment pas que ça soit la prévention. De toute façon, tout ça, vous l'aborderez avec mes collègues qui vous parleront de la question de l'enfance, de ce qui, voilà, de leur expertise, hein. Je crois que c'est important aussi dans une société qui confond l'opinion et l'expertise, de le rappeler, hein. Si vous voulez, par exemple, réparer votre voiture, il ne faut vraiment pas venir me voir. Par contre, pour questionner le langage, si. Donc, c'est important aussi, hein, de respecter ça, et ça n'a pas été fait pour les droits sexuels, en tout cas pour la rédaction des textes. Voilà, donc je vous remercie vraiment beaucoup de l'attention. C'est difficile de se parler de ce sujet dont on pourrait parler des heures, de le réduire en peu de temps, et encore, c'est assez long. Ça mériterait vraiment d'être approfondi. Voilà, merci beaucoup et à bientôt au Québec, bien sûr.